Bonjour à tous. Alors, on va donc continuer notre cours sur la gestion technique. Je pense qu'il y a 2 jours de cela. On essaie donc de voir qu'est-ce que la gestion intégrée. Et on a commencé encore par définir ce que c'est que la gestion, qui est, comme vous l'avez dit, c'est un peu une planification. Et puis ensuite, associé à la gestion, il y a une intégration. Donc, intégrée. Donc, cela veut dire qu'il faut tenir compte en fait de tous les acteurs qui travaillent dans cette zone côtière. On a vu donc le principe. Le principe, c'est qu'il y a 3 principes, hein, la coordination, euh, comme on appelle encore, la concertation et la gouvernance. Okay? Donc, ce sont des principes sur lesquels il faut se baser. Voilà. Donc, il faut une coordination forcément, puisqu'on a vu qu'il y a plusieurs acteurs. On va encore voir plusieurs acteurs. Vraiment, vous allez voir qu'il y a plusieurs acteurs, on dit plusieurs groupes. Ils sont donc dans la zone, donc chacun essaie de travailler en fonction de son secteur. Mais en réalité, on travaille tous, mais on ne peut pas, on atteint l'objectif en fait de façon individuelle dans nos secteurs. Vous voyez, non? Ce qu'il dit, c'est-à-dire chacun a ses objectifs à atteindre, sectoriels. Mais de façon globale, qu'est-ce que nous voulons? Quelle est la vision que nous voulons donner à cette zone-là? Donc, chacun n'a pas cette vision-là. Mais il faut vraiment une coordination pour pouvoir donc donner cette vision que nous devons avoir, pour lui donner l'objectif global que nous devons avoir. Parce que chacun a son objectif spécifique, si vous voulez. Donc, dans l'objectif spécifique, c'est comme si chacun travaille dans son secteur, dans son milieu, ainsi de suite. Mais à la fin, on doit atteindre l'objectif global. C'est ce qu'il faut garder, c'est très important. On a l'objectif global, donc c'est la vision, c'est ce que nous voulons faire. Mais pour pouvoir l'atteindre, il faudrait que chacun travaille dans son secteur, tout en sachant que je ne suis pas seul. Il y a d'autres qui travaillent aussi avec moi. Donc, mes activités ne doivent pas un petit peu sur les autres. Okay. Voilà. Et puis ensuite, la concertation. Donc, s'il y a une coordination, il faut vraiment, de temps en temps, réunir les gens pour discuter. Souvent. C'est ça, en fait, parce que quand les gens sont contents de savoir qu'au moins, il y a une structure qui est là et qui les appelle, qui les écoute. Qui les écoute et avec qui ils peuvent travailler, avec qui ils veulent se tourner quand il y a des difficultés, ils sont, comment on dit, ils sont plus ouverts. Quand on travaille avec la population, ça c'est un aspect vraiment que nous, ensemble de la terre, ou en tout cas nous, dans la gestion de l'environnement, on ne prend pas en compte souvent, c'est le social, le côté social. Ce qu'on dit environnement, il faut toujours associer le social. Parce que l'homme est dans l'environnement. Donc, de la même façon, l'environnement a un impact sur l'homme, l'homme aussi a un impact sur l'environnement. C'est pour cela, les 2 aspects-là, on les dissocie. On n'arrive pas à les dissocier. Et souvent, moi, je dis, un étudiant qui enseigne de la terre ou bien qui est en train de faire, qui est en environnement, peut aller prendre un module en sociologie. Vous pouvez de comprendre plein de choses. Mais bon, ici, ce n'est pas permis. Ce n'est pas permis que quelqu'un s'inscrive à une unité d'enseignement, quelque part, pour vraiment essayer encore de lui permettre d'acquérir en fait une connaissance pour en fait d'être compris. Mais nous là, on dit, tu vois là, regarde devant toi, on va regarder, alors que on travaille avec des sociologues, souvent, sur l'aspect. Donc, non, par exemple, c'est un comme tu attendais, que je connais très bien, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des matières, des matières, qu'ils appellent des matières obligatoires. Dans ta formation, il y a des matières qui sont obligatoires. On te dit, tu as, si par exemple, en master, par exemple, tu as maximum 3 matières. Pas plus. 3. Ton matière bien, tu n'as pas beaucoup, tu as 3, 4 mois. C'est bizarre, non? Mais en fait, ils donnent le temps de pouvoir, parce que chez eux, quand tu es en master, on suppose que tu as un grade élevé. Parce que la plupart des étudiants s'arrêtent au master. Rares sont ceux qui vont au doctorat. Donc, quand tu es à ce stade, ils considèrent que tu es assistant. Assistant. Donc,
ils ne vont pas te surcharger. Tu as 3 matières à faire. Le même temps, ils te proposent un poste d'assistanat. Un poste d'assistanat. Donc, dans ça, tu as, je prends pour la licence par exemple, tu as 5 matières au maximum. Master, tu as 3 matières. En licence, tu as 5 matières, ils vont te proposer peut-être 3 matières obligatoires. Et tu as 2 matières facultatives. C'est à toi de prendre les matières ailleurs. Mais il faudrait que des matières que tu vas prendre, en fait, ils valident pour voir si c'est bon pour toi. Valide. Donc, c'est chacun, en fait, qui fait son emploi du temps. On est à des cours, toi, tu vas chercher. Les heures qui te plaisent, tu vas chercher. Tu les mets dans les familles. Et tu formes toi-même ton emploi du temps. Comme tu le veux. Tu proposes des cours semblables, mais des heures différentes. Chacun choisit en fonction des choses. Il fait son emploi du temps lui-même. Mais tu as 2 cours qui sont optionnels. Choisis comme tu veux. Et toi, en fonction de ce que tu veux, tu vas choisir un cours ailleurs. Mais ils vont voir si ce cours-là, en fait, tu n'as pas choisi un cours, ce n'est pas musicologie parce que tu veux valider ton année. Ça ne va pas se servir après. Donc, tu dois choisir des cours, en fait, qui peux te mettre d'avance. Donc, si tu fais environnement, tu vas choisir un cours de sociologie. Moi, j'ai envie de faire économie. Ah, choisir des cours de conception. Des cours en socio. On dit, en dit socio-économie. Donc, l'économie, il faut forcément est liée en fait à la sociologie. C'est comme la sociologie à l'économie, l'environnement à la sociologie, comme la sociologie. Donc, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, faire une formation, disons, un projet, et ne pas associer les gens pour dire que ton projet ne va pas avancer. Voilà. Les gens, en fait, en s'approchant, quand tu approches de ces personnes-là, au fur et à mesure, ils prennent conscience, et puis, ils sont, comment dire, ils sont comme plus ouverts à travailler avec toi. Donc, ils peuvent facilement t'exposer les problèmes, ainsi de suite, parce que quand ils sont renfermés, quelque chose qu'ils doivent faire, c'est ça, c'est important. Pour cela, la concertation, elle doit bien déterminée, elle est importante. Maintenant, tout cela doit être chapeauté par des règles. Il faut des règles. En toute chose, pour un bon fonctionnement, il faut des règles. Sans des règles, on ne peut pas avancer. Une société qui a besoin de fonctionner, a besoin des règles. À moins que les règles soient bafouées. Non, les règles, là, maintenant, vous devez dire, voilà ce qu'on doit faire, voilà ce qu'on ne doit pas faire, et ainsi de suite pour pouvoir avancer. Donc, ces 3 principes-là sont très importants. Et puis, n'est-ce pas, pour la démarche, c'est ce qu'on a dit là, c'est prendre en compte l'intégration spatiale, temporelle, tenir compte de la gestion et la science, ensuite voir tout ce qui est usage, et puis vraiment beaucoup de choses pour tenir compte de ça. Donc, la question environnementale, comment intégrer dans tous les secteurs, ainsi de suite. C'est très important. Vous allez voir tout à l'heure, quand on va faire le diagnostic, sur le plan d'aménagement et de gestion de la zone côtière qu'on a mis en place, on a tenu compte de tout, avec des thématiques. Et ça permet en fait d'aboutir à une vision. Et la vision nous permet de penser à des scénarios. Qu'est-ce qu'on souhaiterait que notre zone côtière soit? Donc, les villes, en fait, quand la zone côtière, c'est les villes. Voilà. Et puis, ainsi de suite, il faut définir le plan d'action. Alors, donc, à la fin, comme on dit, c'est un exemple donc, d'une gestion intégrée de la zone côtière, comme la zone côtière ivoirienne, c'est-à-dire qu'on tend vers une gestion intégrée. La difficulté ici, c'est que, vous allez voir, on n'a pas encore cette coordination. La loi qui a été votée en 2017 dit, l'article 37 dit, il faut créer la loi, l'article dit, il est créé une agence dotée d'une capacité d'autonomie financière. Mais cette agence n'a pas encore été créée. Donc, du coup, on essaie, nous, de pouvoir jouer le rôle de coordination pour associer les gens en concertation, mais de façon formelle, il faut une institution. Il faut vraiment une structure qui a un statut juridique et qui est dotée d'une autonomie, comme on dit, financière. Ça, pourquoi pas de côté.
Et ce qu'on a du programme national de gestion en continuité d'environnement, il n'y en a pas de budget. Et un franc, donc, comment ce programme-là peut vraiment jouer ce rôle de coordination? C'est là on se bat pour la création de l'agence. Et on a le projet WACA qui est là, mais le projet WACA, c'est un projet qui est limité dans le temps, qui a une durée. Le projet WACA fait tout ce qu'il peut faire pour pouvoir donc essayer donc d'appliquer la loi en appuyant l'élaboration d'un certain nombre de décrets, ainsi de suite. Mais dans le décret, dans la loi, il y a 10 décrets à prendre. 10 décrets. Mais il y a seulement que 4 que le projet WACA avait. Et le plus important, c'est la création de l'agence. C'est-à-dire que l'agence est créée, l'agence prend le relais pour continuer le processus. Mais jusqu'à présent, on a tout en train d'expliquer au gouvernement le mieux conduire de la création de l'agence. Alors, donc, une gestion intégrante de la zone côtière. Je vais changer ça. Alors, la première des choses à faire, il fallait qu'on sache exactement dans quelle zone, ou bien quelle est les limites. Quand on peut faire un diagnostic, c'est un peu comme un diagnostic, hein, mais pour faire une gestion, comme on dit, c'est un outil de gouvernance. Pour pouvoir donc l'appliquer, il faudrait qu'on sache quelles sont les limites. Les limites, en fait, de où on va appliquer cette gouvernance. Bravo. Voilà. On ne va pas prendre, par exemple, la constitution ivoirienne pour aller l'appliquer au Ghana. Donc, il y a les limites du pays, hein, dans laquelle, en fait, on applique la loi, notre loi. Et c'est la même chose. Il fallait donc définir les limites de la zone côtière. La première des choses à faire. Alors, le plan d'aménagement, la loi donc 378 donc, de 2017, qui est relative à l'aménagement, à la protection et à la gestion intégrante du littoral, c'est la base donc juridique de l'action pour l'aménagement et la gestion du littoral. Cette loi va définir l'instrument de protection, par exemple, le PAGI, c'est le plan d'aménagement de gestion intégrée du littoral, et le champ d'application, c'est-à-dire l'espace littoral. C'est l'espace littoral, en fait, qui est le champ d'application de ce plan que nous voulons mettre en place. Parce qu'il faut dire, la gouvernance doit, comment dire, aboutir à la mise en place d'un plan. Un plan, c'est comme, par exemple, quand on fait une étude d'impact environnemental et social, l'étude d'impact environnemental et social doit aboutir à la mise en place de quoi? D'un plan de gestion environnementale et sociale, PGS. C'est toujours comme ça. Quand on fait un diagnostic, c'est la même démarche. Un diagnostic, si vous voulez, diagnostic bien état de lieu. C'est la même chose. Diagnostic ou bien état de lieu. Ça aboutit à un plan que l'on va suivre, en fait. Donc, mettons dans la tête que tout diagnostic doit aboutir à un plan, à une mise en œuvre, vraiment à une situation, disons, aux activités donc, qui doivent maintenant de pouvoir résoudre le problème que nous avons constaté. C'est ça. Quand on fait un diagnostic, c'est toujours on essaie donc de voir les difficultés, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, et comment faire pour pouvoir pallier en fait à ces difficultés. Donc, la zone côtière est définie à partir de l'espace littoraux, défini dans la loi, compte tenu de la délimitation du domaine public maritime définie dans la loi du Code maritime, la loi importante, Code maritime numéro 442. Il faut dire que la loi sur le littoral 378 a été votée un mois avant la loi sur le Code maritime. Qu'est-ce qui s'est passé? Si en Côte d'Ivoire, on fait les choses souvent, on ne tient pas compte de ça. Une loi sur le littoral est en bonne été, votée par l'Assemblée nationale. Le 2 juin, l'Assemblée nationale a voté la loi. 2017, hein? Et un mois plus tard, le Code maritime a été voté sans tenir compte, en fait, de la loi. Sans tenir compte de la loi. Moi, j'ai compris, en fait, ils sont pressés de voter ce Code maritime parce qu'il y a la loi
pour eux, allait venir bloquer certaines choses. Moi, c'est pas comme les compris. Sinon, il aurait été en fait judicieux de prendre en compte la loi, de citer, de viser cette loi. De viser cette loi. Ça ne peut pas être visé. Alors que les deux, en fait, ont pratiquement la même zone d'intervention. Mais le code, la loi apportant au code maritime, par exemple, c'est une petite partie en fait de la zone côtière. Le même plus maritime n'est pas aussi grand que la zone côtière. Et comme je le dis ici, on le dit, on vient venir dans la. Alors, donc, la loi dit que l'espace littoral, c'est ce qu'on appelle des unités géologiques du littoral. Donc, agile, fait de sable, est proche donc du plateau continental, donc les OBAT 120 mètres. Aux entités hydrologiques et hydrogéologiques, donc système lagunaire, petites lagunes, les canaux, tout ce qui est choses. Ça, c'est ce que la loi dit. Au milieu marin côtier, donc les zones d'influence de la dynamique côtière. Donc, on allait jusqu'à 200, disons, faire, utilisant les scénarios, jusqu'à 2000, en 2050, donc nous connaissons le changement climatique, à la diversité biologique marine du littoral, donc tout ce qui est plage, dunes, cordon dunaire, ainsi de suite. Aux infrastructures économiques du littoral, donc les parcs nationaux, les Ramsar, les aires marines protégées, ainsi de suite. Aux écosystèmes lagunaires, donc les ports, port de San Pedro, port d'Abidjan, les ports de pêche. Aux unités géologiques du littoral, donc zone urbaine côtière, et puis enfin au proche plateau continental, dans le système lagunaire et mangrove. C'est ce que la loi dit, tous ceux qui sont dans cette entité-là, c'est dans cet espace-là, un littoral-là, qui va s'appliquer donc la loi. Et donc, en tenant compte de ça, voici la délimitation de la loi. Donc, la partie en bleu, par clair là, c'est la zone côtière mer. Et au-dessus là, c'est la zone côtière terre. Ça, c'est ce que la loi dit. La loi sur le littoral dit. Mais la zone côtière qui en résulte inclut le domaine public maritime. Vous êtes d'accord? Parce que la zone côtière va inclure le domaine public maritime. Le domaine public maritime dit quoi? En terre, la zone supplémentaire 100 mètres d'appartenance de la l'est de haute mer et autres domaines définis comme domaine public et en mer, mer territoriale, c'est-à-dire 12 mailles appartenant de la ligne de base. 12 mailles appartenant à 12 mailles. Ici, c'est là. Et puis le domaine public maritime, quand on fait la partie terrestre, on dit 100 mètres. 100 mètres, c'est pas loin. Donc la zone côtière, donc, le domaine public maritime est dans la zone côtière. Donc, les affaires maritimes ne peuvent pas dire que c'est eux qui ont l'idée de la gestion du littoral. Mais leur activité consiste à quoi? À une gestion des trafics. Veiller à ce qu'il n'y ait pas de trafic illicite qui se produit en fait sur les plans d'eau. C'est ça leur rôle en fait. Ils ont un peu police, ainsi de suite. Donc, leur rôle, c'est de vraiment veiller au trafic maritime, pour ne pas qu'il y ait donc des contrebandes, ainsi de suite. C'est ça leur rôle en fait. Mais on se rend compte qu'en fait, ils vont au-delà de ce qui est chose. S'ils arrivent ils disent qu'ils octroient en fait des espaces à aménager aux gens, aux promoteurs, aux opérateurs. Mais quand il y a un souci, ils se dégagent de ça. C'est-à-dire que ça ne soucie pas du tout. Quand il y a un problème, si l'érosion, si l'inondation, si en tout cas des choses, des déchets, et tout, eux, ils ne veulent pas à ce que tout cela soit propre. Donc, dans ce cas-là, vous ne pouvez pas prévaloir gérer la zone côtière si cet aspect-là de gestion, de planification, vous n'en tenez pas compte. Donc, c'est un peu notre. En fait, ils voulaient en fait un peu nous décourager dedans. Mais quand on a posé donc ces problèmes-là, quand il y a un problème d'inondation, quand il y a chose, quand il y a des chiffres, pas vous qui faites. Donc, du coup, vous ne pouvez pas dire que c'est. On est complémentaires. Vous pouvez aider en fait à régler certains problèmes.
Parce que vous êtes sur les plans d'eau, ainsi de suite, vous gérez en tout cas. Mais vous veillez à ce que les choses se passent bien sur le plan d'eau. Ça s'arrête là. Nous, on fait la gestion intégrée. C'est-à-dire qu'on prend en compte tous ceux qui interviennent. Vous avez un pan, une partie. Comme par exemple ceux qui font les déchets, ont une partie. Ceux qui sont donc qui font la gestion des ressources animales, ont une partie. Mais tous on doit travailler pour pouvoir aboutir à une gestion d'emploi. Donc, la loi 42 donc, du Code maritime s'applique dans le domaine public et il est proposé de définir des mécanismes de coordination entre l'autorité administrative maritime et l'Agence nationale de gestion intégrée littorale pour la gestion intégrée de cet espace. C'est ça. C'est-à-dire que si l'agence est créée, à un moment donné, il faudrait que les deux autorités-là s'asseyent pour que ça soit clairement défini. Voici ce que moi j'ai fait. Moi, j'ai fait la gestion intégrée. Intégrée veut dire quoi? Je prends en compte tout ce que vous faites, tous ceux qui opèrent les ports, la pêche, le tourisme, tous ceux qui sont dedans là. Moi, je regarde tout ce qu'ils font. Parce que moi, mon objectif pour moi, c'est que j'ai une zone qui soit gérée de façon durable. Je ne vais pas empêcher que les gens travaillent, mais mon objectif, c'est de faire en sorte que les gens travaillent en ne dégradant pas la zone. Donc, à un moment donné, on s'assoit et puis on se met d'accord. Parce qu'en Côte d'Ivoire, ce que moi j'ai constaté, c'est qu'on crée des structures et puis on laisse les structures même chercher les missions. En général, les ministères sont comme ça. On crée des ministères et puis on leur dit, bon, vous cherchez vos missions. Et dans ils ont créé le ministère des Affaires maritimes. Il y avait un secrétariat. J'ai participé à un atelier qui m'a invité. Je me suis dans l'environnement, donc mon monde est parti en tant que coordonnateur de programme. C'est là maintenant ils vont chercher la mission. Ils disent, en fin de compte, ils ont commencé à parler de gestion intégrée du littoral et tout ça. Donc, moi, j'étais avec le secrétaire permanent de la Convention d'Abidjan, je connais bien Bougamba, qui est allé sur nos projets. Donc, c'est lui qui nous a appelé pour les aider, ainsi de suite. Après, j'ai dit, ah bon, on leur a dit, ils n'ont pas la gestion intégrale, ils n'ont pas la compétence. Il dit, ah, maman, pourquoi dit ça? Ils n'ont pas la compétence. Eux, c'est les affaires maritimes. Il ne faudrait pas qu'ils se. Non. C'est vrai que la zone côtière, bon, il n'y a pas d'autorité. Il faut dire qu'ils n'ont pas la compétence. Effectivement, je suis allé à l'Académie des sciences de la mer, et tout le monde là, où j'ai intervenu là-bas, un atelier. J'ai même encadré des étudiants là-bas. Et le responsable dit, il ne sait pas pourquoi les gens se posent à vouloir faire la gestion de la zone côtière. Mais est-ce qu'ils ont la compétence? C'est lui qui dit. C'est un marin. C'est lui qui est le directeur de l'ISMI, donc l'Institut, quoi, les choses. Ils n'ont pas la compétence. Pourquoi nous, nos autorités, s'enquêtent à vouloir faire une gestion intégrée alors qu'ils n'ont pas la compétence? Donc, vous voyez qu'en fait, ils n'ont pas, dans leur cas des charges, dans la même chose, ils n'ont pas de mission. Donc, ils cherchent en fait des missions pour pouvoir même en fait de travailler. Et c'est ça le problème en fait. Donc, du coup, les ministères vont se marcher dessus. Il a fait ça, moi aussi j'ai fait ça. Enfin, de quoi, on ne sait pas qui fait quoi. Ça le problème. On s'est mal dessus, il a fait ça. Alors que chacun a son domaine d'action, on peut travailler tranquillement. Mais il faut que le temps lui-même, le gouvernement lui-même dise clairement, toi, voici tes missions. Toi, voici tes missions. Voici vos missions qui se chevauchent. Mais veillez à ce que chacun en travaillant ne puisse pas empêcher l'autre de travailler. C'est tout. Quand c'est clair, clair. Donc, moi, j'aime l'Allemagne. L'Allemagne, depuis qu'ils ont fait l'Allemagne, ils ont 15 ministères. 15 ministères. Les personnes changent. Mais le nom du ministère est de chez nous, ça vient 42. C'est pas seulement chez nous en Afrique, c'est comme ça. Hein. En fonction des politiques, comment on appelle ça, des alliances, ils vont créer des postes, ainsi de suite. Non. Non seulement ça augmente les charges, et puis ça fait que les gens se chevauchent dans l'émission. C'est ça en fait la difficulté.
Ça fait qu'on ne voit pas clairement ce que les gens font. On m'a dit l'Allemagne, c'est quel ministère, le nom ne change pas du tout, mais c'est le nom qui change, ils disent ça et ça, oui. Ça, ils ont beaucoup d'argent pour les ministères, puis beaucoup d'argent sont créés. Oui, ça veut dire que pour faire, voilà, de façon générale, parce que le ministère en tant que tel lui-même, c'est un peu, c'est politique. Ce sont des structures qui sont rattachées là, qui sont des structures techniques et qui travaillent pour être au ministère et pour atteindre son objectif. C'est comme ça qu'il faut faire. Les structures techniques sont là. Ils mettent en œuvre en fait la politique sur le plan technique et le ministre, lui, est là pour pouvoir coordonner tout ça pour qu'il puisse atteindre son objectif. Sinon, le ministre lui-même là, c'est politique. Il peut ne pas être du domaine, mais comme il y a des structures techniques qui travaillent, oui, il fait. C'est pour ça souvent je dis, comme j'ai dit la dernière fois, il faudrait qu'à un moment donné, nos ministres soient des managers. Des managers. On peut être leader sans être manager. On peut attirer des gens derrière soi, mais on ne peut pas être stratège pour pouvoir conduire, hein, ça veut dire organiser son secteur. C'est difficile. C'est pour ça que moi j'ai dit, à un moment donné, on avait pensé qu'on avait proposé que ces ministres-là ou les maires puissent faire des formations de management. On dit, non, un ministre avait fait une semaine de cours de management. Ah oui, pour ceux qui ne sont pas leaders, bon, c'est vrai, il faut rappeler le cours de leadership, de management, les deux points de pair. C'est un leader, celui qui est capable de montrer sa vision, d'amener les gens à le suivre, mais c'est celui qui est capable aussi de pouvoir organiser son secteur. Voilà. Un leader c'est comme ça. Et un manager, c'est celui qui est capable de pouvoir vraiment orienter, c'est-à-dire organiser son secteur pour que chacun puisse atteindre l'objectif. Mais c'est pas qui fait comme ça. Et là, vraiment, ça fait que les gens vont dans tous les sens. À un moment donné, on a l'impression qu'on n'avait fait du tout. C'est la difficulté qu'on a au niveau de nos pays africains. Alors, ça, une fois qu'on a défini la zone, d'accord, on va aller par thématique. L'aménagement territorial. L'aménagement territorial ici, par exemple, on s'est rendu compte que ouais, la croissance est fragmentée. La croissance est fragmentée. Là, ici, on est à San Pedro. Là, on est quoi, à Sassandra. Là, on a à Fresco. On a Grand Lao ici. On a ici à Dabou, à Bijan. On a à Boissou. Vous voyez que c'est tellement fragmenté. Bon, ça, c'est le chef-lieu. Hein. Ça, c'est le chef-lieu. Mais vous voyez qu'en fait, c'est tellement fragmenté, l'articulation relativement efficace en Grand Bérébi, San Pedro et Sassandra. Là, c'est vrai qu'il y a la route, hein, avant, la côtière était gâtée. Maintenant, ils ont finalisé, ils ont fini. C'est terminé, la côtière, c'est fini. Et ça, d'ailleurs, par-dessus, quoi, ça a inauguré. Donc, non seulement la croissance est fragmentée, les localités nécessitent une planification holistique qui assure l'articulation du littoral pour le développement des villes moyennes joue un rôle essentiel. C'est ce qu'on a dit la dernière fois. Il faut permettre aux villes moyennes en fait, de pouvoir jouer leur rôle. Mais tel que c'est fait là, on a mis regardez bien Abidjan. Il y a plusieurs voies là. Après là, c'est où? Ici, c'est Grand Bérébi. Les autres, c'est Grand Bérébi. C'est San Pedro. Voilà. Ouais, bon. À part ces deux villes là, il n'y a rien, les autres là, il n'y a rien du tout. Donc, c'est de permettre vraiment, c'est de créer l'équilibre. Hein? Là, la collectivité limitée entre un déséquilibre croissant entre l'Est et l'Ouest. Le rôle de San Pedro comme deuxième pôle dans le littoral devait être reconsidéré. Le rôle de San Pedro devait être reconsidéré. San Pedro, si vous voyez San Pedro, c'est vrai qu'il y a le port, mais le schéma directeur, la planification n'y est pas. San Pedro a le bidonville le plus grand d'Afrique. Bidonville, le plus grand d'Afrique. Bateau. Le bateau. Mais il n'y a pas de planification, il n'y a rien comme schéma, il n'y a rien du tout. Pourtant, on dit San Pedro, c'est le deuxième pôle économique de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de rien du tout. Il a dit que, vous voyez, à San Pedro, les rues là, les voies là sont gâtées. Donc, c'est de reconsidérer ce deuxième pôle là
comme San Pedro, deuxième pôle dans le littoral, voilà, au niveau donc, du littoral. Donc, voilà. Ensuite, l'empreinte urbaine. Regardez bien l'empreinte urbaine d'Abidjan par rapport aux autres. Regardez les autres, à part San Pedro au moins. Par rapport à San Pedro, regardez Abidjan. Tout le monde est Abidjan. Et Abidjan s'agrandit quoi dans l'espace. Alors que Abidjan devait grandir en fait en hauteur. On va construire en hauteur. En hauteur, on ne va pas construire en hauteur partout parce que les endroits qui ne sont pas propices. Tu ne peux pas construire un grand ciel comme ça en bordure de mer, à moins que tu fasses une fondation qui va toucher la roche-mère. La roche-mère, parce que si c'est posé sur la roche-mère, on sait que c'est solide. Mais si c'est posé donc sur les sédiments, ami, il ne faut pas t'attendre à avoir un bâtiment qui soit solide. Hein. Ce qui fait que le bâtiment tombe à engrais partout là, ce n'est pas posé sur quelque chose de dur. Donc, du coup, il suffit que quelqu'un à côté là construise aussi pour son bâtiment et puis le reste là prend un coup. C'est ça le problème. Donc, vous voyez l'empreinte. L'empreinte, la planification des villes moyennes permettra l'optimisation des ressources. Actuellement, seulement 1,4% de la zone d'étude est urbanisée, où l'empreinte urbaine d'Abidjan représente 85%, et celle de San Pedro, 6%. Regardez la différence. San Pedro, on dit, c'est deuxième pôle économique, là, c'est 6%. Abidjan, 85%. Les deux, ça fait 91%. Et puis les 11%, là, il faut répartir sur le pays, les autres aussi, le livre de l'État. Il y a un déséquilibre total. Et tous les pays africains, c'est comme ça. Un déséquilibre total. On a l'impression que c'est dans une ville, c'est-à-dire que si je ne vais pas à Abidjan, là, c'est que vraiment, c'est qu'il faudrait aller à Abidjan. Et ce qui fait aussi que ceux qui sont dans d'autres pays, au Burkina, au Mali, là, ils viennent à Abidjan pour venir à Abidjan. S'ils sont venus à Abidjan, ils sont venus à Bali. Il faudrait qu'ils viennent à Abidjan. Donc, tout ce monde-là fait qu'Abidjan s'étend. Alors qu'on peut construire Abidjan en hauteur de façon verticale, ou pas de façon horizontale. La solution, c'est de décentraliser. Oui, justement, c'est pour ça le plan d'action qu'on va définir, on voit que c'est l'action en fait, qui permet en fait de pouvoir arriver à planifier les villes, de sorte qu'on puisse avoir des zones réservées pour l'industrie, ainsi de suite. Les zones où, voilà, tourisme, ainsi de suite, les zones où il faut construire, il ne faut pas construire n'importe où en fait. C'est vraiment ça. Alors, regardez bien, c'est un exemple. Hein. Ici, c'est Abidjan. Hein? Ça, c'est Abidjan. Ça, le tissu consolidé est relativement planifié. Voici un 85. Comment c'est? C'est une ville compacte avec une densité élevée. En 85 à 2005, on commence donc à organiser. Et puis là c'est la croissance incontrôlée maintenant. Avant, c'était une chose. Hein. Quand tu vas à Abidjan avant, c'était, comme on dit, les choses se faisaient vraiment dans l'ordre, en fait. Dans l'ordre. Quand on veut construire une cité, on prend soin de faire d'abord la viabilisation. On fait les VDS, c'est-à-dire que la voirie, le réseau divers. Tout le caniveau, tout avant de construire. On arrive en 2020. La croissance devient incontrôlée. On construit partout. On ne fait pas de canalisation. On ne fait rien du tout. Il n'y a pas d'espace vert. Avant, il y avait quand même des zones. Aujourd'hui, on construit une cité. Quand un espace est réservé, à un moment donné, il y a quelqu'un qui vient, qui construit dessus. Sans même que la population riveraine ne se plaigne. Si on se met, ça devient un point de poubelle. Mais ça s'en fout. Il y a des lèvres. Ça s'en fout.
Dans les cités, il n'y a même pas même d'espace vert. Rien du tout. Non, je ne sais pas. Et les gens sont toujours dans les champs, dans les maisons. Parce qu'il n'y a pas un endroit où ils vont aller se promener, tourner, ou bien, ils sont dans les maisons. Voilà. C'est ça le problème, en fait. C'est ça qui nous guette. Il y a des tout cloîtrés dans nos maisons. Alors qu'avec l'espace vert, moi, je peux sortir, aller m'asseoir un peu, dessus, ou bien un espace réservé, en fait, pour le sport, comment on appelle ça, des pistes, pour faire le vélo, ainsi de suite, c'est ça. Mais ça n'existe plus, hein. Maintenant, là, on construit, c'est tout. Quand les gens construisent, il va y avoir un truc de sport, ainsi de suite. Mais quand tu peux les construire, il n'y a rien. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a rien du tout. Voilà. Au départ, c'était à peu près. C'est ça, non? Ça, c'est ce qui est en blanc là, c'est avant 85. Donc, on voyait Abidjan, c'est limité à là, 85. Ensuite, cette partie elle vient s'ajouter. Et puis après, donc en 2020, c'est tout ça. En moins de combien d'années? En 15 ans. 85. Le développement a été accéléré à c'est ça en fait. Donc, Ça veut dire que, justement, du moment où tout est concentré sur Abidjan, la problématique c'est quoi? Que les richesses sont à Abidjan. Donc, il faut venir chercher l'argent à Abidjan. C'est ça, en fait, l'erreur qu'on a fait depuis longtemps. C'est l'erreur qu'on a fait. Ça veut dire que si on avait en même temps, comme on a dit, c'est encore de développer les villes secondaires, les autres villes secondaires, mais Abidjan n'avait pas aussi recevoir autant de populations. On a plus de 7 millions à Abidjan. Mais Abidjan, en fait, en réalité, c'est comme si maintenant les Bassam, les Boulois sont devenus maintenant grands Abidjan. Oui, mais c'est ça, les grands Abidjan, Benjerville, Songon, Jacqueline, on arrive directement même à l'Abidjan. Donc, c'est vraiment, ça veut dire que la planification vraiment est telle qu'on ne peut pas à un moment donné continuer comme ça. Parce que si ces espaces qui sont là, qui aussi jouent un rôle important dans tout ce qui est dans l'évacuation d'eau, ainsi de suite, mais si on l'utilise en fait pour pouvoir construire, mais il ne faudrait pas qu'on se tourne que l'eau nous envahit. Il ne faudrait pas qu'on se donne, parce que quand tout est, quand on appelle ça, tout, si vous voulez, tout est urbanisé, quand l'eau coule, il faudrait à un moment donné peut-être faire des canalisations, permettre à l'eau de circuler. Mais si en même temps, on essaie encore d'être urbanisé et qu'on ne fait pas de l'espace pour l'eau, pour permettre de gesticuler à un moment donné, bon, il faudrait qu'on s'attende à ce que l'eau nous envahisse. Ça, c'est dans les autres villes. Hein? Ça, c'est à Djaké, en haut à gauche. Ensuite, on a grand là-haut. C'est pratiquement la même chose dans 85, 83, 2020, comme les choses se présentaient. Et en 85, regardez à grand là-haut. Grand dérivé, pardon, 85. Petit. Maintenant, en 2020, regardez. En moins de, je ne sais pas combien d'années là, ça s'est répandu. Les gens ont construit, ainsi de suite, et tout ça. Dabou, les San Pedro, allez, en 85. Regardez comment c'est. Maintenant, là, tout est occupé. Même les bas-fonds. Il faut dire beaucoup de bas-fonds à San Pedro. Les gens ont fait des remblais. À San Pedro, il y a beaucoup de moustiques. Pourquoi? Parce que les gens ont fait des remblais. Donc, quand il pleut comme ça, il y a vraiment des mares qui sont là, en fait. Bon, c'est ça. Alors que, normalement, les blancs, quand tu vois ça, tu vas aménager. Très bien aménager. Ils aménagent très bien. Jusqu'à même les gens, même, souvent même les gens ne sont pas obligés même d'aller à la mer, puisque la mer, mais ils ne sont pas obligés. Ils ne sont pas obligés d'aller à la mer. C'est bien aménagé, puis ils sont là. Bon, regardez par exemple, à Paris, par exemple, il n'y a pas de mer. Il y a la Seine. Les gens ont aménagé, les gens viennent là comme si c'était à la plage. Parce que moi, j'ai eu à aller à Boisseau aussi pour être un
en extérieur. Le fleuve, je ne sais pas c'est quel fleuve qui est là-bas. La Biak traverse la ville, Oui. mais comment, c'est pas aménagé aussi. Mais c'est quoi? Les points, on peut dire que les bordures de la rive sont jetés pour Et partout, c'est comme ça. Tu vas à 60 la même chose. sinon, À l'embouchure du 20, 60 la même chose. Il déverse des ordures, ainsi de suite. Mais il faut aménager. C'est ça, moi, j'ai dit moi, je suis hébreu, j'ai dit à mes frères, au village, là, vous avez de la chance d'être en bordure. Vous aménagez. Aménager. Bon, il a fait du bon. Est-ce que tu peux aller sensibiliser? Les gens, les politiciens, ils vont voir quelqu'un qui est en train de sensibiliser les autres là. Et on dit ça, on a joué pour eux. Ils veulent empêcher de voir notre terrain. Non, mais il faut aménager des espaces. Quand c'est bien aménagé, les gens viennent. Les gens viennent vraiment. Les week-ends là, ça vous permet en fait d'avoir. C'est pas. Pour vendre les terrains là, ça sert à quoi? Aménager. Je suis allé il y a 2 semaines, 3 semaines. Non, ça fait un mois et demi. Je suis allé au Canada. Mais, ça, les gens là, on dit qu'ils sont intelligents. Dans la vie, c'est pas intelligent. Ils sont pragmatiques. Ils appliquent, c'est qu'ils disent appliquent. Ils ont aménagé une rivière, après la rivière de l'eau. Ils ont aménagé. Et les familles viennent. Vous se promenez. Et puis, ils ont relaté l'histoire de la ville. Donc, avec des photos, au fur et à mesure, il vient écrire telle personne, il a fait tant. Donc, toi, quand tu marches avec ta famille, ça te permet de connaître l'histoire de telle personne, par exemple, de la ville, qu'est-ce qui s'est passé, et ainsi de suite. On ne fait jamais ça, nous. On ne fait jamais ça, mais ce sont les choses qu'on peut faire. Elles demandent des moyens colossaux. Mais il faut avoir une vision et puis construire ça. Pour qu'au moins les gens soient déstressés. Les gens sont habillés là. Ambiance de stress, hein. Ambiance de stress même. Celui qui est déjà peut se lever, aller marcher, vraiment aller se déstresser. Mais du lundi au dimanche, c'est le stress. Même le samedi, dimanche, il avant de te reposer, il faut aller faire visite. Il faut aller faire visite en famille. C'est pas là. Non, mais vraiment, ça veut dire que là, il y a beaucoup de choses à faire. Et j'ai rencontré quelqu'un là, celui qui a permis que j'aille faire stage pour la première fois en 2003 au Canada. Il dit, en Afrique, on n'a rien fait. On n'a rien fait encore. Donc, en fait, l'Afrique devient un terrain, comme il appelle ça, un terrain, un piège, où il faut aller à la conquête. Aller à la conquête. Parce que, en tant que chercheur, quand il voit ce qu'on a fait. Donc, c'est une zone, en fait, d'expérimentation, où ils peuvent aller encore faire la recherche. Il dit chez eux, là, le bâtiment tout fait. Mais c'est chez nous, là, il faut aller en recherche. Donc, ils ont fait. Ils ont besoin des gens, en fait, pour pouvoir travailler pour maintenir ce qu'ils ont fait. C'est ça, en fait. Mais nous, là, rien du tout. Il faut partir à zéro. Mais pour aller à zéro, il faut avoir, comme je dis, une vision. Sinon, comment se fait que nos villes, là, le Canada, les frontières, dans les limites vont donc de l'océan Atlantique, c'est l'océan Pacifique. C'est combien de gens? 50 millions. Alors que les États-Unis sont 300 millions. Ils sont 30 millions. Tous les Canadiens ont 30 millions d'habitants. Et ils sont. Bon, c'est peut-être pourquoi ils veulent que les gens viennent. Parce que où est là, il y a beaucoup, le puits est grand. Le puits est très grand. Et la population est vieillissante. Donc, s'ils n'ont pas des gens qualifiés pour venir les aider à un moment donné, ils ne vont pas tenir. Tout le monde va à la retraite. Et puis ils vont voir, pour mener l'économie. Mais pour que, en fait, nos pays africains puissent aussi maintenir la jeune génération, il faut vraiment suivre le rythme. Il faut avoir une vision
Pour que celui qui vient, qui quitte le corps, bien qui visite le corps, puisse se dire, ah, on sait que voici, on sait dans mon pays, voici la vision. Et les moyens sont à disposition pour qu'on puisse aller. Mais si toi-même tu viens dans l'école et puis toi-même tu vois rien devant, tu vas voir. D'ailleurs, c'est un peu tout le monde. Il y a beaucoup d'Ivoiriens, notamment les, les médecins qui s'en vont aux États-Unis ou bien au Canada. Les enseignants aussi qui s'en vont. On ne peut pas les retenir. Il faut les retenir. Les jeunes, on dit les jeunes s'en vont. Pas plus tard qu'hier encore, le jeune qui a fait stage chez nous, il a encore envoyé pour dire à 9 étudiants qui sont allés, qui sont repartis. Donc, en fait, à un moment donné, il faut permettre aux gens de rester. Mais on n'a pas un système pour les maintenir, pour les encourager et pour les permettre encore d'être rassurés plus tard. Au Canada, par exemple, quand il y a dans ces choses-là, l'État porte pas de garant, toi tu prends des prêts pour étudier. Avec le poste, pas de garant, tu prends des prêts pour étudier. Mais quand tu finis, tu dois rembourser. Tu n'as pas de la dragon. Donc l'État doit te trouver du travail pour que tu puisses. Donc tu t'es sûr à la fin, puis tu as un boulot. Et c'est ça. Sinon, ça sert à quoi? Sinon, si tu n'as pas les moyens d'étudier, comment tu vas faire pour si tu n'as pas les moyens d'étudier? Donc, le cas, c'est que les parents, souvent, n'ont pas les moyens. Mais ils peuvent se porter garde auprès des banques, t'accompagnent dans tes études. Mais tu trouves du travail pour qu'on fasse une étude. Non parce qu'ils sont riches, hein, mais c'est un système de consommateurs. C'est-à-dire que l'argent, comme on dit, l'argent circule. Tu peux te lever à aller prendre prêt. À la gueule, tu n'as pas l'argent. Mais tu es solvable. Quand ils voient que tu produis et que tu payes souvent des choses sans vraiment être à découvert, et tu donnes. Si tu veux, il donne. Il dit, lui là, il est bon. Il n'a jamais, il paie plus sa maison. Il n'a jamais été à découvert. Si tu veux donner, il donne. Et puis tu payes. Et c'est comme ça. Donc, les gens vont acheter la maison. Mais chez nous là, il va donner un crédit. Si tu as donné avec intérêt, mais combien de Justement, alors que tu tenais là-bas, c'est intérêt 1%, 2%. Et si vous dites, Mais intérêt, on te dit 12%. oui, la moitié. Tu fais quoi? Tu vas te donner peut-être 30 millions, on te dépense 30 millions. Souvent, ils vont te demander plus. C'est ça qui fait que les gens ont peur, en fait, de s'engager. Donc, c'est quelque chose que l'économie, en fait, tourne autour donc, des mêmes personnes. Donc, c'est cette vision que notre Afrique, en fait, n'en a pas et qui vraiment rend difficile les choses. Alors, ici, par exemple, vous voyez qu'ils ont enlevé ici, Abidjan n'est pas dedans. Si on tient compte des villes sans Abidjan, on voit que c'est 100 pédos. 100 pédos, on a dit quoi? C'est combien? 10%. Et les autres là, par exemple, c'est Bassam et puis Gabi. C'est Bonois. Bonois, il y a Grand Lao. Grand Lao, il y a Tabou, et ainsi de suite. Donc, Lao Banda, c'est vrai, le village, c'est un village. À Lao Banda, c'était la ville avant. La ville de Grand Lao. C'était déplacé à cause de l'Orient côtier. En 1974. Alors, après donc, on voyait dans l'environnement les risques climatiques. C'est vrai, hein, l'environnement de façon générale, on a bien vu ça hein, avec une biodiversité, une diversité donc, des paysages littoraux vraiment très diversifiés en partant de l'ouest vers l'est. Vraiment, c'est-à-dire que le littoral ivoirien, c'est un littoral vraiment où il y a tout. Il y a les falaises, il y a les côtes basses, les côtes rocheuses, vraiment tout ce qu'on veut en fait. Donc, tout ce qui est propice en fait pour un écotourisme littoral très développé. Donc, ce qu'il faut faire, comme je l'ai dit, les deux gens, il faut faire une étude de faisabilité pour pouvoir ressortir les potentialités touristiques et faire les circuits touristiques. Mais enfin, les circuits touristiques pour que les gens puissent
C'est ce qu'il faut. Bon, il y a un cabinet qui a fait une étude comme ça, le plan d'aménagement. Ils ont demandé est-ce qu'on pourrait faire une étude complémentaire. Ça demande des moyens. Non, ça pas de sur le tourisme. Monsieur, mais est-ce que dans les ministères, il y a des personnes à pouvoir faire tout? Il faut réfléchir. Parce que nous, on n'est pas normal. Par exemple, le plan d'État du programme d'État, comme ça, il y a Pourquoi? bon, c'est pas normal de sensibiliser pour ça, de travailler. Je dis en fait, c'est parce que, comme je l'ai dit au départ, là, les choses ne sont pas claires. Il faut définir les rôles de chacun. Le ministre, en fait, de tutelle de sport doit superviser. Et la structure technique qui doit organiser ce repas. Mais c'est comme ça qu'on doit fonctionner. Parce que le ministère lui-même n'a pas les ressources, la technicité pour le faire. Donc, il va donc demander au Koukan en fait de pouvoir gérer un regard. Surtout, l'État met les fonds à disposition et puis quand il regarde, normalement c'est comme ça, pendant se faire. Mais bon, c'est quand il y a l'argent dans quelque chose, les gens vont se tirer, ils vont copier, ça en fait. Donc, c'est pas clair, ça devient difficile en fait. Donc, sinon, ça là, on fait une faisabilité pour développer le tourisme et mettre en place un circuit touristique pour tout le littoral. C'est tout. En lien avec tout ce qu'on a comme biodiversité, comme les parcs nationaux, comme les sites de ça. Circuit touristique, l'EPR essaie de le faire. Dans les parcs, l'EPR le fait. Hein, les parcs d'Azanie, il y a à là-haut, et les parcs des îles retirées à Assini. Ils le font. Ils ont des sites, ils ont des pistes touristiques où les touristes viennent, mais ils ont même des camps, hein, ils vont dormir, et ainsi de suite. Mais, surtout les tourants, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'efforts qu'il faut permettre aux gens de pouvoir les d'ailleurs, c'est tout sur le pays, en fait. Tout le pays a des potentialités. Il faut qu'on fasse les mettre en valeur. Les mettre en valeur. Dans chaque zone, au moins, il est passé des traces, dans des traces coloniales. Les traces sont passées. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut qu'on arrive à relater l'histoire du village. À Congo, quand on va à Congo, on dit ça, il pourrait passer. Mais il faut relater les choses, ils sont avec des images, ils sont avec des coutumes, vraiment. Pourquoi ils voient ça vraiment dans le fait bizarre, quoi? C'est moi. Le fait bizarre. Il faut vraiment travailler, de pouvoir vraiment comprendre les pays, de connaître l'histoire des pays. Parce que la dernière fois, j'ai discuté avec quelqu'un, à un moment donné, si nous-mêmes, on n'écrit pas notre histoire, c'est les gens qui vont venir notre histoire, qui vont venir écrire notre histoire à la place. C'est les gens qui vont venir dire, bon, voilà, ici, on peut faire les choses pour vous. Je pense que les autres vont venir faire les choses pour vous. Combien nous-mêmes, on ne connaît pas notre territoire? Il faut commencer à travailler pour développer. Là, on parle de ça, on n'a pas l'argent. Mais ça, une fois que c'est bien développé, ce n'est pas l'argent. L'argent, emploi, c'est ça. Oui, développement pour les autres. Alors, comme il a dit, hein, c'est vraiment les côtes, on a défini les côtes rochers là gauche, on a appelé San Pedro. Et puis ensuite, les côtes basses, sableuses, avec tout ce qui est plein de points écologiques, 500 km côté. C'est une pôle aussi économique et culturelle, comme vous le savez, très riche, hein, qui est un espace dans le capital d'intérêt stratégique, riche, avec des climat généreux, une grande biodiversité, des ressources naturelles abondantes, et une position géographique favorable aux régions commerciales. Avec la côte, c'est tourné vers l'océan. Comme si on est dans une baie, une grande baie. Ça fait que c'est propice à tout échelle. Alors, cet environnement, en fait, les ressources en fait naturelles abondantes,
mais sont en dégradation. Ça, tout le monde le sait. Sont en dégradation. La biodiversité est en constante dégradation. Meilleur du tout. Les mangroves, meilleur du tout, les mangroves. Mais il faut comprendre, hein, c'est ce que je dis. Il faut associer toujours la gestion de l'environnement à la gestion sociale. Pourquoi les hommes, en fait, pourquoi les hommes regardent la biodiversité? Ah, bien. Et Est-ce que vous pensez que c'est la femme que c'est là que les personnes? Ils pensent que ça va. Ça, c'est bien beau, hein. Pourquoi la population le fait? Elle n'a pas autre chose. Elle n'a pas autre chose à faire. C'est ce que c'est la pêche et le monde qui nous nourrit. Et je sais que dans les mangroves, là, c'est tous les poissons. D'accord? Donc, soit je détruis les mangroves pour prendre les poissons, parce que pour l'expérience que moi j'ai eue, c'est que les gens détruisent les mangroves en fait pour aller prendre poisson, aller pêcher à la main. Parce qu'ils savent que les poissons, les mangroves abritent les poissons. Donc, ils détruisent les mangroves pour aller prendre les poissons. C'est tout. Deux, ils savent que les bois de mangrove, les bois de particuliers, sont les bois très durs. Ils vont le couper pourquoi? Chauffer pour et puis pourquoi? Pour la vendre, mais pourquoi? Pour consommer. C'est ça. Mais ils n'ont pas autre ressource. Ils n'ont pas autre chose à faire. Donc, si on les sensibilise, ça fait les choses avec les sensibiliser. Ok, je suis d'accord, on va tout. Et puis, vous, en tant qu'employé de l'État, vous parlez. Vous pensez que vous va vous faire. Ça, en fait, le problème. Il faut les trouver des activités génératrices de revenus. C'est des activités. Sachant qu'ils ont des périodes, par exemple, de pêche, pour les pêcher. Mais après ça, ils laissent l'environnement s'épuiser. Mais il faut d'autres activités. Et quand ils ne sont pas accompagnés, il dit quand ils coupent le bois là, quand il est rempli celui de l'homme là, ils ont au moins 360 000. Si je dois remplir le l'homme, c'est tout simplement. Ces gens, ils ne vont pas demander. C'est tout le matériel. Voyez quand il y a 360 000 francs. Il n'y a pas autre chose à faire. Puis quand la rentrée arrive, il fait comment? Quand on prend des tests qu'on doit appliquer, si derrière on a des difficultés, d'abord, mais avant de prendre le test, avant de prendre le test, il faut faire une enquête. Wow, quels sont les. Si on prend ce test, comment l'application de la. Il n'y a pas besoin de tout. Oui, bon, voilà, les difficultés. Et puis ensuite, chercher des solutions qui ont été donc, n'est-ce pas, qui ont été donc avancées. Et une fois que vous avez trouvé des solutions, les tests pourraient être appliqués sans difficulté. On va l'expliquer. C'est mon grand. Ça pleinement de ça protège contre l'érosion des berges, ainsi de suite. Mais si ce ne sont pas accompagnés, nous les su, ils vont continuer à voir. Il faut les accompagner
Et puis ensuite, il faut peut-être les responsabiliser en fait. Ok, on va donc vous accompagner. Faites tout ce que vous voulez. D'abord, faites ce que vous voulez faire. Il y en a qui vont dire, par exemple, on va faire encore plus dessus. Ça coûte combien? Il y en a qui disent, on va faire telle chose. Il y en a qui disent, bon, nous, on veut pêcher. On va avoir tant. Mais, je vous donne ça. Mais, il faut le protéger. Si je vois un endroit, si je contrôle, il y a un pied de mon gars au découpé, j'arrête. Souvent, il faut leur dire ça. Il faut leur dire ça. Mais quand ils vont commencer à avoir des moyens nécessaires pour l'activité, quoi qu'ils vont protéger? Parce que si un pied de mon gars disparaît, mais tout ce qu'ils ont là. Il y a un professeur qui me disait comme ça que les bailleurs qui sont avec eux, qui ne demandent qu'à appuyer pour les aider en fait à protéger l'environnement. Et quand tu vois qu'une communauté en fait elle préserve l'environnement, tu leur demander la fois dernier temps, est-ce que c'est bon? Par exemple, il appelle les autres systèmes, ils ont mis des pompes hydrauliques dans les villages. Et dans le menace que c'est gratuit, hein, ne paie pas. Mais pour pouvoir donc réparer dans le menace que chacun paye 10 francs. Comme il est puisé. Il dit qu'il ne paye pas. Il ne paye pas. C'est le village qui dit, ok, c'est d'accord. Donc, les gens viennent payer 10 francs. Comme ça, c'est 4 d'avance. Mais le village qui refuse, qui a refusé de payer, on s'est gâté. Donc, le bailleur qui a financé vient voir comment est-ce que les gens gèrent. Il arrive pas dans les villages et il se rend compte qu'en fait, la pompe est gâtée. Et il demande aux villageois, qu'est-ce que vous voulez? Il dit, oui, ils vont nous réparer la pompe. Pourquoi réparer la pompe? La dernière fois, on a dit, il fallait payer 10 francs, 10 francs, 50 francs pour pouvoir réparer la pompe. Comme vous ne pouvez pas réparer, je ne peux pas vous donner quelque chose. Mais ceux qui ont réparé les pompes, et j'ai vu que les pompes continuent de fonctionner, je peux là encore, je peux les appuyer sur autre chose. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu que ceux qui vraiment ont vu les pompes qui continuaient dans le fonctionner, on a donné sur place. C'est ça, c'est pour les amener en fait à un moment donné à prendre les responsabilités. Mais il faut les accompagner. Quand ils sont accompagnés à un moment donné, ils font le travail. Mais souvent aussi, à un moment, il faut taper dessus avec lui parce qu'ils aiment en fait, c'est-à-dire, ils jouent sur la sensibilité des gens. C'est pour ça qu'il dit, gérer l'environnement. Quand tu gères l'environnement, il faut connaître en fait la sociologie du milieu. Il faut connaître le milieu. Les gens, la communauté, il faut connaître les monnaies de fer, de vie, tout ça. De fer. Voilà. Sinon, la seule chose qu'il faut faire, je pense que c'est vraiment ça, c'est de vraiment les accompagner, comme on dit là, soit par des activités gentées dans le milieu. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Le décret sur les choses, les sachets plastiques. 2018. 2016. 2016. Ça n'a pas fonctionné, pourquoi? Les industriels disent quoi? Ils disent quoi? Si on arrête de produire, c'est notre économie, c'est pas quoi, si la fait qui tombe. Si ça tombe, on est obligé de mettre les gens à la porte. Est-ce que tu veux, toi, gouvernement? Une alternative, les produits, comme on dit là, les sachets biodégradables qui allaient permettre d'avoir le recyclage. L'État doit financer. C'est pas financer. En réalité, pour les accompagner dedans, c'est ce qu'on appelle un rabattement fiscal. C'est-à-dire qu'il faut accepter donc de baisser la TVA, les taux, il faut les impôts, il faut diminuer. Au fur et à mesure, quand ils vont commencer à prendre en vol, en tout cas vraiment, chose. Mais si on veut faire appliquer les tests, à un moment donné, il faut accepter de perdre en fait. Mais l'État ne veut pas perdre. Il faut accepter à un moment donné.
Je veux qu'on applique ça. Je n'ai pas le pouvoir de placer un sachet plastique. Mais qu'est-ce que je fais? Moi, en tout cas, je prends un degré. Il faudrait que j'arrive à baisser les impôts, les taxes, tout ça, pour que c'était un peu souple. Et puis garder les personnes qui emploient. Jusqu'à un moment donné, quand je vois qu'effectivement, ils ont repris les choses, bon, là, je peux venir commander. Non seulement tu as dit donc de ne plus produire, mais il faudrait que tu trouves une nouvelle méthode de production donc, des choses. Et sachez que Dieu de grandeur. Sinon, on ne va pas produire dans la machine. Pourquoi? On va acheter. Mais s'ils achètent, il faut former les gens. C'est le coût. C'est le coût. Donc ça, il faudrait que l'État en tienne compte. Malheureusement, comme l'État ne veut pas laisser les impôts, les gens réglés, et les gens continuent de produire des choses. Actuellement, les sachets partout. Les caniveaux partout. C'est ça. Là, sont certaines, si je passe à la boulangerie, à la pharmacie, où les gens utilisent encore. Mais de façon générale, au marché, c'est des sachets plastiques que les gens utilisent partout. Voilà. Mais quand on l'utilise, qui produit? Les lycéens qui produisent. Le jour où les gens n'ont plus produit, on ne va pas trouver ces sachets-là dans le marché. Du moment où il n'y a pas d'accompagnement, mais ils vont continuer. C'est ça qui fait que les tests ne peuvent pas d'appliquer. Voilà. Puis, il y a aussi, c'est vrai, il y a, comme je peux dire, il y a deux sortes de dégradation liées à l'homme même. Dégradation donc, qui est liée à l'homme anthropique. Comme je dis, tout ce qui est mangrove, le sable que les gens prennent, ainsi de suite. Il y a aussi tout ce qui est naturel, l'érosion côtière, la submersion, ainsi de suite. Alors, donc, les études ont fait un peu montrer que ce sont 3% du littoral qui est stable ou en voie d'accrétion. Mais ça, c'est uniquement la période d'études. Sinon, quand on est en période de choses, de tempête, ça c'est plus que ça. C'est au moins la moitié donc, du littoral qui est affecté. Donc, 37% du littoral dans Côte d'Ivoire est en érosion, 21% donc des concepts faibles, 16% moins ou élevé, aller supérieur ou égal à 1 mètre par an. Voilà, donc un exemple. Des zones qui sont vraiment en dégradation, ça c'était à l'est encore du port donc, de San Pedro, 189. Ici aussi, c'est la même chose, à San Pedro. Là aussi, c'est à San Pedro, il y a une route donc, qui est carrément coupée, qui part dans le village. Ici, c'est vraiment un carré de sable à l'embouchure de la lagune du Boué, ça c'est à San Pedro. C'est-à-dire que c'est le sable de plage que les gens prennent. Oui, mais justement, ça fait que ce côté-là est plus érosif. Est-ce qu'il n'y a pas d'accord pour combler ça? Donc, et ils disent que quand ils disent non, qu'ils n'ont pas un endroit pour aller prendre le sable pour construire. En même temps, le sable de mer, c'est difficile parce que il y a du sel. Et donc, il y a plus de corrosion en utilisant le sable de mer dans la maison que disent que oui, ils n'ont pas un seul endroit. Mais il faut prospecter pour trouver des endroits pour pouvoir chose. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prospecter pour voir l'endroit où il peut prendre le sable, tout ça. Je n'ai pas fait. Ça, c'est là-haut. Ça, c'est la Panda. Ça, c'est le fleuve, ça, c'est à la mer. Dans le fleuve Bandamant vient, comme ça, voici donc la passe. Ça, c'est à la lagune. Ouais, que ça fait, ouais, les deux. Là, ça, c'est l'océan qui est là. Là, c'est le fleuve qui vient comme ça. Voici la lagune. Donc, ça vient, ça rentre là. Donc, ici, par exemple, avec une limite à la lagune de choses, comme ça, du cordon qui est là, avec le village. De tout là, c'est les cases, hein. Tout est parti. Et actuellement, là, c'est déjà parti, hein, tout est parti, là. Le cimetière est quelque part là-bas. Tout est parti, hein. Les gens sont déplacés. Ils sont allés
à l'est. Et là, on est disons de partir parce que il y a des travaux de stabilisation de l'embouchure qui est en cours. Donc, on est donc de partir de là. On est dans un autre village qui est plus situé en amont là-bas. Ça, c'est le port donc d'Abidjan. Ça, c'est l'entrée du canal de Gourdi. Ici, ils ont mis en place une jetée donc, qui est de ça, un peu sur une digue dans les sables. Parce que la dérive littorale vient dans ce sens, l'ouest. Donc, quand ça vient, parce que la dérive littorale, comme on dit la dérive, donc ça vient, ça prend le sédiment en dessous. Donc, il vient, il bute sur ça, et puis il laisse le sédiment. Ce qui fait que, voilà, non, là, il y a une accrétion, c'est-à-dire une augmentation de la plage. Et qu'est-ce qu'il va faire? Quand le courant contourne, il va faire quoi? Il laisse le sable ici. Non, ce sable-là il devait en fait, comment on dit, distribuer le sable là. OK? Mais comme il ne peut pas, quand il vient là, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre le sable, il va enlever le sable ici pour l'envoyer. Donc, il va quoi? Creuser. Voilà, il va creuser. Il va creuser. Vous voyez que la scie n'est pas loin. La scie est là, l'installation de la scie, c'est tout ça. L'installation de la scie. Les villages, disons, les restaurants, ça, c'est bien parti, hein, c'est juste les restaurants qui sont, la limite, mais juste au niveau des restaurants, ils ont fait de mettre les sacs avec du sable à l'intérieur, mais ça ne peut rien faire. Voilà, ça ne met pas de nation en danger dans les années à venir. Si, ça met la nation en danger. Mais il y a une action que nous avons commencé à mettre là. On est en train de discuter avec les Hollandais. Je pense que demain, on a mis réunion avec eux en ligne. On a fait une étude de préfaisabilité. On nous a dit, proposer un peu les actions qu'il faut mettre là. Et puis, mais on a demandé de faire une étude de faisabilité pour pouvoir voir exactement, comment je peux dire, confiner voilà, les actions qu'on a prévues dans l'étude de préfaisabilité. Et puis ensuite, donner le montant, disons, estimer le montant global donc, des mesures d'adaptation qu'il faut dans la zone. On avait fait au départ, ça tournait autour de 60 millions de dollars. 1 million de dollars, ça fait à peu près 33 milliards de dollars. C'est beaucoup d'argent. Mais l'État n'a pas les moyens, comme on dit, il y a des priorités pour le faire. Donc, il passe toujours par les barrières. Et les barrières de formation, là, c'est un prêt. Parce qu'ils ont dit que la Côte d'Ivoire a tellement de moyens qu'ils savent que les moyens ne peuvent pas donner fait de la Côte. La Côte d'Ivoire a les moyens. C'est pas qui regarde la cagnotte, c'est qui regarde dans une autre créateur de moyens. Donc, s'ils disent que le BA a les moyens, comment devrait dire qu'on n'arrive pas à trouver les moyens pour ça? Mais on a discuté avec les Hollandais et ils vont nous permettre de faire l'étude de faisabilité avec un don. 1 million de dollars, 1 million d'euros. 1 million d'euros, non, c'est pour faire l'étude de faisabilité. Voilà, maintenant on va définir le montant exact. Maintenant, si on a défini le montant exact, ils vont dire, et ils disent, une fois que c'est défini le montant exact, et ils sont prêts à donner la moitié en don. Pour les aides, justement, c'est pour cela qu'ils ont un protocole d'accord qu'on doit signer avec, disons, avec le ministère des Finances. Et donc, on a fait plusieurs réunions. Hein. Ils veulent en fait avoir comment se fait la partie des marchés. La partie des marchés, c'est comment les marchés sont attribués. Donc, tout le monde sait que dans le monde, c'est le meilleur, hollandais. Parce qu'ils ont réussi en fait à dompter l'eau. Ils ont eu même, c'est-à-dire qu'ils ont eu même à faire avancer la mer. Est-ce qu'ils sont du Pays-Bas? Ils sont en dessous du niveau moyen de la mer. Donc, ils ont réussi en fait, parce qu'ils avaient tellement de difficultés dans la mer,
dans l'année 1800 ou autre, là, mais ils ont réussi à vraiment à, à mettre en place des stratégies, des méthodes. Pourquoi? Donc, non, tout le monde le sait. Après eux, c'est les Belges. Ils sont encore d'accord. Voilà, c'est les Belges. Donc, eux veulent savoir est-ce que dans la façon de marcher, le système gré à gré existe. Parce que pour eux, ils vont envoyer un financement. Mais ils ne souhaiteraient pas que le financement aille ailleurs. Que ce soit une autre entreprise qui voilà. Donc, ils sont en train de négocier, discuter avec la. Voilà. Donc, mais l'étude de faisabilité, ce que c'est eux qui ont fait. Mais il veut passer par notre système d'abord. Parce que, on l'a dit, si vous voulez que ça soit un truc, nous, on veut que ça soit un truc ouvert. Mais ouvert, si vous voulez que ça soit ouvert mais restreint, vous nous proposez peut-être 6 entreprises, ils font les offres, nous on analyse pour voir celui qui présente la meilleure offre. Voilà. Même si c'est un Hollandais, mais au moins, c'est restreint. C'est autorisé. On restreint et puis on analyse. Voilà. Donc, ils ont demandé, disons, il faut nous offrir 1 million d'euros qui peuvent faire l'étude de faisabilité. Maintenant, une fois qu'on a défini le montant, on va donc, ils sont prêts à donner la moitié en don. Et puis l'autre, il faudrait qu'on cherche l'argent. À moins que, si on est d'accord, ils payent tout, de moitié en don, moitié en prêt. Si c'est par exemple 30 milliards, 15 milliards en don, et puis 15 milliards en prêt. Pas 15 milliards qui a besoin de nous parler. Notre budget pour 2024, c'est prévu de tout. Mais on te dit qu'il n'y a pas l'argent. C'est comme ça. Il n'est pas d'avoir beaucoup de choses. Hier, on devait aller à la conférence budgétaire et demain, je ne vais pas à la même chose. On lui dit, votre budget à la même chose, on donne. Oubliez ma zone à beaucoup. Ah, c'est la même chose, on donne. On a avancé au moins, quand on dit qu'on a la possibilité d'aller négocier pour avoir plus, ouais, on dit c'est la même chose, on va donner. Ça sert à quoi d'aller s'asseoir à autre chose. Alors, les tempêtes. Donc, en 2011, il y a eu une tempête, comme il était à Doufoula. Voilà, ouais, c'est ce qui s'est passé. Il y a une tempête qui s'est produite, marée des tempêtes, où vraiment il y a eu 10 mètres de vagues qui a tout élevé. Ça, c'est les inondations qui ont été donc prévues. En général, Abidjan, on voit qu'Abidjan est pratiquement sous l'eau. Le fait d'être entouré par la lagune, l'océan et tout, fait qu'on est vulnérable. Ça, il faut le dire. Abidjan est très vulnérable. Si c'est 60 là, où il y a aussi un débordement en fait du fleuve, quand en amont il pleut beaucoup, il y a un débordement. C'est la même chose. Là, on a ça ici, c'est la lagune, mais le fleuve vient dans ce sens-là. Si les gens là-haut, vous voyez que là, c'est l'embouchure en fait de Komoui qui a été colmatée, la passe, colmatée. Comme je l'ai dit, c'est lié à l'ouverture du canal, je le dis. Voilà. C'était donc fermé. Actuellement, ça fait l'objet donc de l'ouverture. Est-ce qu'on peut. Il n'y a pas Google Maps. Non, il n'y a pas Google Earth ici. Je ne pense pas, ce n'est pas installé. Vous allez taper Google Earth, vous allez installer un logiciel là. Vous faites ça, vous savez là, vous installez et vous allez chercher. Pour l'instant, vous allez voir la construction de l'ouvrage de protection. C'est vraiment deux épis. Hein. Celui donc de l'ouest est très long et celui donc de l'est est très court. Celui de l'ouest, par exemple, lui, il est chargé de bloquer en fait le sédiment qui vient comme ça pour l'empêcher d'entrer dans les chenals qui seraient donc creusés. Mais ce qui a été
constater, c'est que ce côté droit-là, le côté est parlant sera donc érodé. Donc, côté donc de Mondoukou sera érodé. Ce qu'il faut faire, c'est de prendre le sédiment qui est stocké ici, pouvoir le mettre ici, donc pour pouvoir renforcer ce côté-là. Sinon, le Mondoukou risque de battre. Non, mais pendant notre discussion de cette année, on a Oui, bien. sur le site même, Mais vous avez vu, non? mais ça n'a plus. Les épis, partout. Je vais mettre à jour en mettant ces épis. Ça, c'est assignation des. Oui, assigné en fait a un problème. Vous voyez cette bande-là. Ça ne fait pas plus de 200 mètres. C'est pas très loin, non? Donc, mais la densité de la population est telle que, si on ne fait pas attention, plusieurs zones vont disparaître. Et le problème qui est là-bas, il y a le problème de submersion et d'érosion à la fois. Actuellement, là, c'est les périodes où la mer traverse dans la ville. C'est du côté de Modeste. Oui, la lagune, on l'a dit. La lagune, on l'a dit, mais quand on va un peu plus loin, dans le Modeste, c'est à Bassam, mais quand on va encore plus loin, à Mondoukou, par exemple, dans les villages qui sont donc sur la bande là, à Frédé, là, c'est la période où la lagune traverse carrément, la mer traverse carrément le village pour entrer dans la lagune à vie. Mais il y a quelqu'un qui a commencé à construire, il n'a pas fini, mais que déjà même sa maison est. Alors, au niveau donc de la société, est-ce qu'il a été prévu? On sait qu'il y a 80% de la population du littoral est concentrée à Abidjan. La rémunération économique, ça va dans la côte, donc tous ceux qui sont en hauteur doivent normalement destiner la côte de la main-d'œuvre. Donc, la tendance de croissance démographique doit se centrer sur le pôle d'Abidjan et ses satellites dans Abidjan en particulier, qui n'ont pas épuisé les réserves de fossiles. Dans Abidjan, quand on est dans Abidjan, c'est on appelle ça on appelle ça Dabou, Grand Bassam, Beaunois, Bézerville, Jacquesville, voilà, et Grand Abidjan. Donc, les gens descendent là pour pouvoir vraiment continuer, puisque où il y a encore des terres, donc il faut continuer. Mais ce n'est pas des choses qui sont. Les territoires ne sont pas élastiques. Mais la zone côtière n'est pas élastique. C'est une zone vraiment qui est à un moment donné qu'il faudrait pas contrôler. Sinon, on risque encore d'avoir des problèmes qu'on ne pourra pas. On va transmettre toute la zone côtière en bidonville. On ne pourra plus maintenir. Vous voyez, ça veut dire en fait Coco est devenu plus vulnérable que les autres zones. Coco est devenu très vulnérable. Coco est devenu très vulnérable. Non, Palmeraie, les zones sont devenues très vulnérables. La vulnérabilité est liée au fait de quoi? C'est le fait d'être exposé aux aléas. Si les gens construisent en fait dans les bas-fonds, donc vous devenez très vulnérable. Contrairement aux autres zones, voilà, vous êtes vulnérable par rapport aux autres zones. On dit les villages, les quartiers UP, les quartiers UP, quand ils veulent, tu remets dans l'eau. Oui, bien sûr, c'est une bête, effectivement. S'il est en hauteur, au bout de la 2, vous voyez que 9 kg est pratiquement dans une cuvette. Voilà. Donc, toutes les eaux là se déversent là-bas pour que ça puisse aller. Les gens construisent partout, sur les caniveaux, ainsi de suite. Donc, bon. Et une année où les travailleurs étaient obligés d'utiliser les bélettes pour pouvoir sauver les gens à 9 kg. À 9 kg, ça veut dire que l'eau était tellement. On a l'impression que c'était une lagune. C'est sur les bélettes là que les gens circulaient pour pouvoir transporter les choses plus actives. Ici, en fait, c'est la pauvreté, c'est sur le littoral. Donc, un peu, là, on voit, c'est une diversification donc, de l'économie.
on voit qu'en fait, l'économie est diversifiée en partant donc de l'Est, de l'Ouest vers l'Est. Et quand tu prends Abidjan, par exemple, il y a 2,7% de quoi? Comme ça, de population urbaine. Bon, il n'est pas. C'est-à-dire que là, il a eu du mal à est-ce qu'il y a encore rural à Abidjan? Tous les villages sont dans la ville. Oui. Des quartiers, monsieur. Voilà, Des quartiers de la commune. Voilà. En fait, c'est vraiment tous les villages là sont devenus donc des quartiers. Donc, ensemble, le reste, donc, c'est 22%. Quand tu prends, par exemple, sur Koumoué, il y a ton œuf de personnes dans zone urbaine, rural, c'est 22. Et puis ensuite, le reste, c'est 46%. Donc, vous voyez que c'est vraiment diversifié quand on part de l'ouest, donc vers la zone côtière. Pour la gestion du littoral, en ce qui concerne le cas juridique, vous voyez, il y a tellement de lois, de choses qui régissent en fait cette zone-là. D'abord, le code de l'environnement, qui est en train d'être modifié actuellement. Le code de l'environnement qui a été voté par l'Assemblée nationale, maintenant qui est allé au Sénat. Il y a ensuite l'administration territoriale et collectivité territoriale, avec les lois donc, de 2014 qui organisent l'administration territoriale. Il y a donc la loi de 2012 qui organise donc la collectivité territoriale et la loi de 2003 qui porte un transfert de compétences de la collectivité territoriale. Ensuite, il y a pour l'urbanisme, donc tout ce qui est construction. Il y a la loi de 2062 relative au plan d'urbanisme, la loi de 2020 qui institue le code de l'urbanisme et du domaine foncier urbain. Ensuite, il y a l'affaire maritime, donc avec le nouveau code dont on a parlé là, nouveau code donc maritime, où à son article 17, il parle dans le domaine maritime, donc public, naturel, artificiel, et l'article 18 parle de la délimitation. Le tourisme aussi, en 2016, il portant protection, aménagement et exploitation des zones de développement et d'expansion touristique. Et tout cela, en fait, rentre dans normalement la gestion donc, du littoral. Et normalement, la loi, en fait, qui, elle, est spécifique à la gestion du littoral, doit pouvoir prendre en compte tout ça. Et effectivement, la loi prend en compte tout ce qui est tourisme. Parce que pour pouvoir, pour tout ce qui est aménagement touristique, la loi du littoral est claire. Il y a des choses qu'il faut tenir compte pour pouvoir donc espérer avoir l'autorisation encore de laisser. La loi prend en compte ça. La loi, en ce qui concerne l'urbanisme, la loi est claire. Il ne faut pas construire à quel mètre en tenant compte du code. Parce que le code de l'environnement, il y a déjà un décret de 1926 qui déjà ne peut pas construire à 100 mètres. Donc, un décret de 1926 dit déjà. Donc là, on savait que ne pas construire à 100 mètres du volant de la laisse-mer, c'est déjà quelque chose encore qui est déjà prévu. Avant même que le code maritime l'indique. Donc, déjà la loi indique. Ensuite, tout ce qui est environnement, la loi aussi prend en compte tout ce qui est environnement. Et puis, tout ce qui est collectivité territoriale. Parce que là, le code, la loi dit que, comme je l'ai dit, le temps n'est plus la seule entité à gérer. Il faut tenir compte, en fait, de tous les parties prenantes, notamment les collectivités territoriales, les collectivités côtières, tous les villages, les communautés côtières, les ONG, qu'on appelle ça, le secteur privé, et ainsi de suite, pour le faire. Donc, lui, normalement, il prend en compte tout ce qui est là. Et c'est pour cela, en fait, lui doit pouvoir, en fait, coordonner toutes les actions qui doivent être menées dans la zone. Et comme je disais en Côte d'Ivoire, les gens n'aiment pas, ils n'aiment pas travailler ensemble. Il faudrait que je le dise, les gens n'aiment pas travailler ensemble. Parce que la multiplicité des tests juridiques
parfois manque de clarté et de spécificité. Donc, chacun, quoi qu'il fait, chacun fait quoi? Chacun a la tête plongée dans cette test et puis il avance. Il ne regarde pas à gauche, est-ce que ce que je vais faire est bien? Est-ce que je vais faire permettre à l'autre de fonctionner? Non, non. Il regarde comme ça et puis il avance. C'est la difficulté, mais je pense qu'avec ça, on pourra classifier ou bien clarifier certaines choses pour mettre en fait des projets, faire une gestion du littoral. Alors, après donc le diagnostic, pardon, il faut passer à la stratégie du côté durable. Quand on fait un diagnostic, maintenant, il faudrait qu'on définisse quoi, l'objectif ou bien la vision que nous voulons. On a vu les difficultés qu'on a au niveau de la société, au niveau de l'environnement, vraiment au niveau de l'impact, sur l'impact du bien, ainsi de suite. Mais qu'est-ce que nous voulons? La stratégie du côté durable. Alors, cette stratégie dans le côté durable intègre les enjeux de développement identifiés dans la phase diagnostique. Donc, la phase diagnostique doit pouvoir nous permettre donc de pouvoir mettre en place la stratégie, ainsi que les initiatives en cours dans le cadre du développement durable et l'opinion non des parties prenantes. Donc, puisqu'on sait que dans chaque zone donnée, il y a les parties prenantes qui mènent des activités. Vous comprenez, non? Donc, la stratégie du côté durable va pouvoir intégrer cela. Sinon, c'est pas la peine. Je vais donc essayer donc de